Bonjour les amis, je vais commencer cette journée avec la conférence qui, je trouve, est la plus précise, la plus efficace, si je peux parler comme ça, du docteur Laurent Schwartz. La semaine a été longue et compliquée pour moi. Lundi, nous avons présenté notre protocole de recherche à l'Agence nationale de la sécurité du médicament. Mardi, c'était le Conseil de l'ordre. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'être devant vous. Ayant eu l'immense plaisir ce matin de faire une marche avec Francis dans les Vosges, ce qui, à plus d'un côté, était extraordinaire pour moi. Je voudrais juste essayer d'être clair. Le cancer, il y en a à peu près 400 000 nouveaux cas par an. Nous ne nous adressons pas aux cancers quasi bénins, les petits cancers de la prostate, les petits cancers du sein. Ça fait à peu près 180 000, 200 000 cancers. Nous ne nous adressons qu'aux tumeurs pour lesquelles il n'y a pas aujourd'hui de traitement. C'est-à-dire grosso modo entre 180 000 et 200 000 tumeurs. C'est chez ces malades-là que l'on essaye de mettre au point un traitement. C'est uniquement pour ces malades-là. Donc, ne vous me prenez pas, nous ne voulons pas nous substituer aux traitements efficaces quand ils existent. C'est uniquement pour les maladies pour lesquelles il n'y a pas aujourd'hui de traitement que nous voulons être efficaces. J'étais venu donc l'an dernier ici et le thème de la conférence était une tentative de simplification du cancer et au fond de pouvoir dire le cancer est une maladie simple, ça n'est que l'effet Warburg. Donc, j'étais venu, c'était ce que je vous avais présenté à l'époque. Je vais revenir là-dessus pendant 5-10 minutes, puis nous allons aller sur ce qui vous intéresse plus, sur ce que nous pensons être une percée probablement définitive, enfin possiblement définitive, quant au traitement du cancer. Donc, que le cancer soit l'effet Warburg, je vous rappelle juste un petit peu pour ceux qui n'étaient pas là ou qui ont oublié, Warburg, prix Nobel de médecine, comprend en 1920, c'est-à-dire il y a maintenant bien longtemps, que le cancer est une maladie de la fermentation du sucre. Vous avez ici un PET scan, c'est-à-dire une imagerie d'un malade qui en a injecté du sucre radioactif, et vous voyez que son cancer, en l'occurrence ici dans les ganglions du cou et du médiastin, c'est évident, vous le voyez, fixe. Et ce que dit Warburg en 1920, tous les cancers captent le sucre, et cette captation du sucre qui ne peut pas être brûlé, qui sécrète de l'acide lactique, eh bien, ça explique le cancer. Donc, on est en 1920. Je ne vais pas vous refaire toute cette histoire-là, mais ce que dit Otto Warburg, c'est la mitochondrie. Alors, le terme de mitochondrie n'existe pas encore à l'époque. La mitochondrie fonctionne mal. Alors, il parle de granules. Il ne va pas employer un nom mitochondrie qui est un nom qui a été développé par les anglo-saxons. Donc il parle de granules et il dit que les granules ne fonctionnent pas bien et qu'il y a sécrétion d'acide lactique. Pour lui, le cancer, c'est ça n'est que ça. Et il aura le prix Nobel, mais pas pour l'effet Warburg. Il mourra dans les années 70 et la deuxième partie de sa vie sera moins productive que la première. Mais toujours est-il que dans les livres de médecine, en tout cas quand j'étais gosse, dans tous les textes, dans les livres de cancérologie, on commençait par l'effet Warburg, qui a été progressivement oublié pour passer derrière la biologie moléculaire. Je vais passer rapidement sur tout ça. Alors évidemment, la question qu'on s'était posée la dernière fois, si on comprend que le cancer n'est que l'effet Warburg, c'est-à-dire une fermentation du sucre, une fermentation qui n'est pas très différente des fermentations autres, qu'elles soient alcooliques ou ainsi de suite, si on comprend que ça n'est que ça, la question évidente, c'est comment on peut lever cet effet Warburg, comment on peut faire que la cellule brûle et en brûlant arrête de se diviser. Alors évidemment, il y a les armes qu'on connaît. Si vous enlevez le tissu qui fermente par une chirurgie, une radiothérapie, si vous la traitez par chimiothérapie, et à l'époque, on avait démontré sur 20 000 souris qu'une association de molécules, et je vais revenir là-dessus, d'acide lipoïque hydroxycitrate empêchait la fermentation tumorale et empêchait la croissance tumorale. La dernière chose qui est fondamentale pour les malades, c'est le régime cétogène. Je n'en parlerai pas beaucoup, mais vous comprenez bien que quand votre tumeur fermente au sucre, il est assez logique, voire complètement logique, d'en diminuer l'apport. Ce qui est très impressionnant pour moi aujourd'hui
C'est pratiquement en un an, on a vu apparaître partout dans la presse grand public, le fait que le sucre soit un poison et qu'il soit responsable de nombreuses maladies. Depuis un an, c'est apparu, alors que c'est connu, ou ça a été plus ou moins dissimulé depuis de nombreuses années, et on se rend compte que le sucre a remplacé le cholestérol comme grand fléau, cholestérol que on sait tous être parfaitement innocent dans les maladies cardiovasculaires. J'interviens quelques secondes pour vous parler du sucre, effectivement, et du régime cétogène. Rien n'a changé. En fait, quand nous disons aujourd'hui régime cétogène, c'est dangereux, c'est le régime cétogène dans son ensemble. Or, tous les survivants que nous voyons ne font pas le régime cétogène dans son ensemble. Ils ne mangent pas 75% de gras. Et voilà, c'est la seule chose qu'il faut changer dans le régime cétogène. Éviter les aliments inflammatoires et ne pas manger les 75% de gras. Merci. Je laisse la parole à Laurent. Soit un poison et qu'il soit responsable de nombreuses maladies. Depuis un an, c'est apparu, alors que c'est connu, ou ça a été plus ou moins dissimulé depuis de nombreuses années, et on se rend compte que le sucre a remplacé le cholestérol comme grand fléau, cholestérol que on sait tous être parfaitement innocent dans les maladies cardiovasculaires. Par contre, le sucre ne l'est pas. Donc je ne vais pas rentrer plus dans le détail du régime cétogène. Je laisserai peut-être à Francis ou à Guilain le plaisir d'en parler, mais par contre, je vais venir sur un sujet qui me semble essentiel, c'est la chimiothérapie. Alors la chimiothérapie, elle a été mise au point pour tuer les cellules tumorales, et vous voyez ici un patient qui a un cancer du côlon avec des métastases hépatiques, c'est ce qui prend de la lumière au PET scan, vous le traitez par chimiothérapie, et vous voyez que l'effet Warburg est élevé, ça arrête de fermenter, ça ne capte pas le glucose. Et il y a un vrai débat aujourd'hui sur comment marche la chimiothérapie. Est-ce que c'est une façon que l'on a inventée de tuer les cellules malignes et d'avoir un traitement presque chirurgical, ou au fond, ça n'est qu'une façon de réguler la fermentation tumorale. Et on sait tous, par exemple, enfin tous ceux qui sont cancérologues, que quand vous traitez un cancer du testicule chez le jeune, eh bien vous avez une chimiothérapie, et vous savez que si la masse qui est résiduelle après la chimiothérapie, elle est de moins de 2 cm, eh bien elle est là, mais elle respire, donc elle n'est pas toxique. Donc, il est très probable, pour être clair, que la chimiothérapie lève l'effet Warburg. Le problème de la chimiothérapie, vous le savez tous, c'est que c'est toxique. Alors je ne vais pas vous faire la liste des effets secondaires, ça ne sert à rien, vous l'avez tous entendu, vous la connaissez. Et surtout, c'est peu efficace dans la majorité des cancers fréquents. Dans le glioblastome, on a 15% de réponse. Dans le cancer du pancréas, 15% de réponse. Il faut bien s'entendre sur le terme de réponse. Ça veut dire que la masse diminue un temps, mais qu'elle redémarre. Et surtout, quelque chose qui est relativement peu étudié, qui est quelque chose qui est fondamental, c'est que quand vous prenez par exemple le cancer du pancréas, quand vous prenez le glioblastome, quand vous prenez ces vacheries, enfin ces tumeurs épouvantables que vous avez tous entendu parler, ou chez vos proches, ou chez les amis, eh bien, vous avez un temps, une réponse à la chimio, et puis après, c'est épouvantable, ça pousse très vite, le malade meurt. Donc, le plus probable, c'est que la chimiothérapie lèse les mitochondries, elle tue certaines cellules, mais elle lèse les mitochondries, et quand vous êtes dans ces moments où, après une chimiothérapie, le cancer flambe, les malades sont au tapis, malheureusement avec une rapidité et une fréquence épouvantables. Si bien que l'un dans l'autre, vous avez évidemment eu quelques réponses, mais vous n'avez pas gagné en survie. Et c'est ça qui explique une partie de l'échec du traitement moderne par la chimiothérapie. Cette lésion de la mitochondrie par la chimiothérapie induit donc un syndrome glycolytique intense. Bon, je vais revenir un tout petit peu sur ce qu'on avait déjà dit sur acide lipoïque hydroxycitrate. Depuis un an, il y a des publications qui confirment l'une derrière l'autre qu'on n'avait pas fumé la moquette et que les données étaient correctes.
Donc il y a des acides lipoïques-like, enfin des molécules qui sont proches, qui sont en train de sortir sur le marché. Une s'appelle le CPI 613, qui est aux États-Unis. Il y en a d'autres. Il y a des confirmations expérimentales au laboratoire de Guido Kremer, à l'Institut Gustave Roussy ou Harvard. Tout ceci va dans le même sens. Et il y a même des publications américaines qui montrent que des malades traités par notre protocole ou un protocole commun régressent avec un traitement sans chimiothérapie. Donc ça, c'est des choses qui progressivement se mettent en place. Donc le tableau se met progressivement en place et se confirme. Juste pour ceux qui adorent la biochimie, je reviens. Donc l'acide lipoïque permet de lever le clapet qui est entre la mitochondrie et le cytoplasme, c'est-à-dire que ça permet de rebrûler la tumeur. Il est là-bas, et l'hydroxycitrate, lui, empêche la fuite vers le gras et empêche l'utilisation de glutamine. Tout ça pour vous dire, je ne vais pas vous perdre dans la biochimie, ça n'a pas de sens, mais tout ceci est largement connu, est largement étayé, il y a des centaines de publications qui vont dans le même sens, et tout ceci, pour ceux qui aiment la biochimie, fait parfaitement sens. Alors, je vais vous passer, ça ralentit l'évolution de la tumeur dans le cancer de la vessie, dans le mélanome, dans le cancer du poumon. Tout ça est des choses que nous avions. Alors maintenant, on va passer à la deuxième et vraie partie du topo. Donc, on avait, il y a un an, différents éléments qui, combinés ensemble, marchaient. Mais si je mettais, ou si les malades prenaient de l'acide lipoïque et de l'hydroxycitrate tout seul, sans rien d'autre, la tumeur poussait moins vite, mais elle ne régressait pas. C'est pas comme les souris. Les hommes ne sont pas comme des souris. Chez la souris, ça faisait entraîner des stabilisations. Chez l'homme, c'était des croissances moins rapides. Idem, donc il fallait combiner l'acide lipoïque et l'hydroxycitrate, donc ce qu'on avait découvert qui levait cette fermentation, à d'autres choses. Donc on combinait au régime cétogène, donc on diminuait l'apport de sucre, à la chimiothérapie, et à ce prix-là, on voyait des effets bénéfiques. On voyait des malades qui ne devaient pas mourir, qui survivaient. Mais il fallait quelque chose en plus. Or, et c'est ça qui s'est passé depuis un an et qui vaut la raison pour laquelle je suis venu vous représenter tout ça, il y a quelque chose aujourd'hui que l'on ne connaissait pas, ou il y a un an et demi, en tout cas dont je n'avais pas parlé il y a un an, qui est le dioxyde de chlore. Alors c'est des choses probablement dont vous n'avez jamais entendu parler, moi je n'en avais jamais entendu parler, et c'est clairement pas mon invention à moi. Il y a un an et demi, ou 2 ans pratiquement, un patient m'appelle, cancer du pancréas, mais inopérable, et il me demande avis, et je lui dis, faites une chimio relativement douce, et rajoutez de l'acide lipoïque et de l'oxycitrate, et bien sûr coupez les sucres, c'est-à-dire un régime cétogène. Il habite au milieu de nulle part, dans un nulle part charmant qui s'appelle le Lot, loin de tout, et il refuse la chimio, mais il ne me le dit pas, et il va vivre l'enfer de tous les gens qui résistent, c'est-à-dire qu'il va se heurter à l'oncologue de Brive, à l'oncologue de Bordeaux, il va se retrouver tout seul dans le Lot, et il va prendre du dioxyde de chlore. Ce n'est pas du tout mon idée, c'est pas l'idée de Francis non plus, c'est une idée qui lui est propre. Donc il entend parler du dioxyde de chlore par une amie qui avait elle aussi un cancer du pancréas, mais que moi je ne connais pas. Donc il va prendre ce dioxyde de chlore avec de l'acide lipoïque et de l'hydroxycitrate régime cétogène. Il est toujours sur ses jambes, on est, je crois, à 17 ou 18 mois depuis le début de l'histoire. Alors pour ceux qui connaissent les cancers du pancréas, des gens sur des vrais adénocarcinomes pancréatiques, dont des maladies mortelles à 3 mois, voire 6 mois, d'avoir quelqu'un qui n'a pas de chimio, pas de radiothérapie et pas de chirurgie, si ce n'est une dérivation, qui soit sur ses jambes et qu'il est venu à Paris il y a un mois, eh ben c'est étonnant. Donc on s'est retrouvé tout d'un coup devant quelqu'un qui survivait. Donc quand vous avez quelqu'un comme ça qui vient, la première question évidemment, est-ce qu'on a affaire à un dingue? C'est la question que tout le monde se pose. Et donc
Norbert a la gentillesse de venir et je peux vous assurer, il n'est pas dingue. C'est quelqu'un totalement normal, totalement mesuré et qui ne voulait pas d'une chimiothérapie débilitante et qui a décidé de se prendre en charge. Et j'ai la chance de l'inviter à parler au Conservatoire national des arts et métiers il y a plus d'1 an. Et j'ai la chance que Francis Tolel, qui va parler après moi, soit là. Et évidemment, on se pose la question, qu'est-ce qui se passe et de quoi parle-t-on? Le dioxyde de chlore ou le chlorite, qui est la solution mère, étant des choses dont moi, je n'avais jamais entendu parler. Alors, revenons à l'histoire du dioxyde de chlore. Donc, je vous rappelle, l'effet Warburg, c'est 1920. Il semble qu'il y ait une publication de 1919 déjà. Le dioxyde de chlore, c'est découvert par Berthollet. Alors, c'est 1775 ou quelque chose comme ça, c'est donc avant même la Révolution française. Et c'est le chlore, c'est un cousin de l'eau de Javel, c'est un cousin du liquide de Daquin pour se laver les plaies. Et on comprend, avant même qu'on ait isolé les germes, avant Semmelweis, que quand on se lave les mains dans de l'eau chlorée, à l'époque on ne sait pas très bien ce qu'est chlorite, hypochlorite, enfin c'est de la chimie, on peut stériliser les choses. Et dans l'épidémie de choléra 1832, donc bien avant Warburg et bien avant l'industrialisation même de Saint-Amarin, eh bien on peut stériliser, et Semmelweis qui va en 1840 se rendre compte que les bactéries sont nuisibles pour les femmes qui accouchent, et bien il va se laver les mains dans de l'eau avec du dioxyde de chlore. Le chlore, le dioxyde de chlore, est en vente libre, et c'est toute la beauté de tout ça. Vous le trouvez au Vieux Campeur par exemple, où vous voulez, ou y compris dans la chloration de l'eau de boissons, pas celle de la fontaine de Gaïsouz, où on a été aujourd'hui, qui était splendide, mais vous avez dans l'eau, et dans l'eau de la piscine, et ainsi de suite. Donc c'est une molécule extrêmement connue, extrêmement bien caractérisée, et dont on produit, je crois, 1 500 000 tonnes, ou quelque chose comme ça, de par le monde. Donc c'est quelque chose de redoutablement connu. Alors, évidemment, on va se poser la question, est-ce qu'on a là un adjuvant au traitement métabolique qu'on avait avant? Est-ce qu'on a là quelque chose qui peut remplacer la chimiothérapie? Et juste comment ça marche? Enfin, les vraies questions scientifiques. Et donc, on passe quelques mois à tenter de comprendre ce qui se passe. La diapo suivante est malheureusement pas facilement lisible, donc laissez tomber, mais c'est pour moi un peu un pense-bête. Donc, si on met du dioxyde de chlore sur la mitochondrie, sur les cellules, le dioxyde de chlore, eh ben, il relance l'activité mitochondriale à des concentrations extrêmement compatibles avec les concentrations humaines, et la mitochondrie redémarre. Donc on avait probablement ce que l'on cherchait, c'est-à-dire le traitement complémentaire à l'acide lipoïque hydroxycitrate qu'on avait avant, qui n'était pas une chimiothérapie. Alors comment ça se fabrique ce truc-là? Alors vous l'achetez habituellement sous forme de liquide, mais ça existe sous forme solide aussi. Alors le dioxyde de chlore est un radical libre, c'est un truc qui a une demi-vie très courte. Donc vous êtes obligé de le fabriquer. On ne l'a pas fait exprès, c'est comme ça. Donc vous devez mélanger deux choses, un acide, en l'occurrence de l'acide chlorhydrique, et du chloride de sodium. Alors le chloride de sodium, pour les biochimistes, c'est pas le chlorure de sodium, c'est pas le sel de cuisine. Et c'est ça, le chloride de sodium, ce que vous achetez pour purifier votre eau de piscine, et vous devez attendre 3 minutes qu'une réaction chimique se passe, et que vous allez avoir après dilué du dioxyde de chlore. Ce dioxyde de chlore a une couleur particulière, c'est une couleur un peu ambrée, et ça n'est pas que simple à activer, il faut les doses soient les mêmes d'un côté que de l'autre, il faut bien attendre 3 minutes, si vous faites trop vite, vous allez boire du chloride de sodium qui est très abrasif, et si vous mettez trop d'acide, eh ben ça va aussi pas faire que du bien. Mais si vous le faites convenablement, il y a une molécule qui s'appelle le dioxyde de chlore qui est produite. Alors, je vais après vous décrire les quelques cas de patients qui ont été suivis. Ce que faisait Norbert et que je ne fais que rapporter,
Tout d'abord, il a continué l'acide lipoïque et l'hydroxycitrate. Si vous ne prenez pas de l'acide lipoïque et de l'hydroxycitrate en même temps, ça n'est pas efficace. Il faut relancer la mitochondrie par les moyens dont on dispose, c'est-à-dire le traitement métabolique qu'on connaît, le régime cétogène et aussi le dioxyde de chlore. Et vous allez, dans un premier temps, augmenter la fréquence pour aller à une dizaine de prises par jour. Ce qui veut dire que ça n'est pas que simple. Il va falloir, entre autres, que le patient se lève la nuit pour qu'il en prenne. Mais je vous rappelle que le cancer pousse la nuit. C'est comme la barbe. Le cancer pousse la nuit, la barbe pousse la nuit. Et pour ceux qui, comme moi, ont fait des veillées de garde à l'hôpital, c'est la nuit que meurent les cancéreux et c'est la nuit qu'ils ont mal. Parce que le cancer, comme le reste, suit un rythme nictéméral, enfin un rythme de la journée et de la nuit, et le cancer pousse la nuit. Donc il faut aussi le prendre la nuit, parce que le dioxyde de chlore a une demi-vie très courte, hein, c'est un truc instable, il faut que vous le fabriquiez, il faut attendre, et il faut prendre au début une goutte par jour, puis monter à 2 à 3 gouttes par jour, toujours espacées, et la toxicité du dioxyde de chlore est extrêmement connue, parce que c'est ça qu'on utilise pour chlorer l'eau, la piscine, ou plus exactement l'eau de boisson, ainsi de suite. Donc vous avez une littérature qui est vaste, et on sait que les doses que l'on recommande, entre guillemets 3 fois, sont largement inférieures aux doses toxiques. En clair, il n'y a même pas de dose toxique très claire. Et par contre, et c'est ça le point fondamental, ce traitement n'a de sens que si les malades suivent leur maladie. Et il y a pour, grosso modo, 60-70% des malades, des marqueurs tumoraux que l'on peut doser. Ça s'appelle le PSA dans le cancer de la prostate, ça s'appelle l'ACE dans les cancers digestifs, ça s'appelle le pic monoclonal dans les myélomes, mais on peut suivre. Et c'est comme ça qu'on voit rapidement si on a un effet ou pas. Et c'est dans les 15 jours, c'est-à-dire pas dans les 6 mois, que vous voyez quelque chose. Et s'il y avait un point fondamental en dehors du dioxyde de chlore que j'aimerais qu'on comprenne, c'est il est impensable que les malades se fassent des dosages tous les 2 mois. C'est-à-dire un diabétique, c'est la glycémie 3 fois par jour. Un malade qui fait une septicémie, vous faites un antibiogramme tous les jours. On ne peut pas admettre que des cancéreux se fassent doser leurs marqueurs tous les 2 mois. C'est infiniment plus proche qu'il faut suivre tout ça, et c'est uniquement en les suivant de très près, avec maintenant l'émergence de nouvelles thérapies, qu'on peut avancer. Je vais vous raconter le cas d'une malade qui est Marie-Jo. Elle a témoigné sur notre site qui s'appelle Guérir du cancer. Cancer du pancréas métastatique, inopérable et par là incurable. Donc vous voyez la première, elle est à peu près stabilisée pendant 2 ans par une chimiothérapie. Elle se met sous régime cétogène, ça ne marche pas. Les marqueurs, c'est-à-dire ce qui est un témoignage de l'évolutivité. Vous pouvez regarder l'évolutivité de plusieurs façons, la gueule du malade, hein, c'est vachement important. La façon dont il ouvre la porte, ça vous dit déjà plein de choses. Mais vous avez les examens radiologiques, les examens cliniques, et vous avez les marqueurs. Et vous voyez que sous régime cétogène seul, ça ne suffit pas. Les marqueurs montent. Donc c'est cette phase dont je vous parlais après la chimiothérapie où tout flambe et on sait que le malade va mourir à horizon quelques semaines. Et elle m'appelle et elle commence, suite à ce qu'avaient dit Norbert et Francis, elle commence à prendre du dioxyde de chlore dans ses boissons, une dizaine de prises par jour, avec de l'acide lipoïque et de l'hydroxycitrate, et vous voyez ces marqueurs diminuer. Là, il y a encore 2 points que je n'avais pas sur le diagramme, mais ça continue à diminuer. Donc vous voyez un effondrement des marqueurs, et évidemment, elle va pas mal, et son médecin se demande un peu ce qui se passe, tout en étant extrêmement content de vivre ces moments qu'on ne vit qu'une fois dans sa vie. Donc, voilà. Je ne vous parlerai pas de Francis, je pense qu'il parlera de lui-même de lui. Ce que l'on a actuellement, et c'est ça qu'on a, sur les 9 premiers malades, alors il y a un peu de tout. Ce sont des malades qui se sont traités en grande partie par eux-mêmes. Sur les 9 premiers malades, donc tous des malades chimio-résistants, c'est-à-dire la chimio ne marche plus,
tous, sauf un patient qui a un cancer du pancréas, sont stables à 2 mois, ce qui est inattendu dans tous les sens du terme. Et tout ça sans toxicité lourde, hormis un petit peu de nausée et de vomissement quand les doses sont un peu élevées, donc vous diminuez les doses. Donc on a l'impression qu'on a affaire à quelque chose d'extraordinairement actif. Donc maintenant vont se poser toutes les questions qui vont derrière. 1, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux? Est-ce que ça va se confirmer ou pas? Ça, c'est les incertitudes de la vie. Alors, devant le Conseil de l'Ordre, on m'a dit qu'il fallait probablement pas parler quand on n'était pas complètement sûr. Moi, je pense que la vie, on partage ces impressions ou de ce que l'on prend comme extrêmement probable. Tout ceci est concordant entre notre travail précédent et ce qui a été publié après. Mais évidemment, tout ceci s'étoffe. Donc c'est pour ça qu'on était à l'Agence nationale de sécurité des médicaments, excusez-moi, le nom de l'agence change à chaque scandale sanitaire, pour proposer un essai pour vérifier tout ça. Et évidemment, se pose la question de la place de la chimiothérapie dans ce genre de pathologie. Pour revenir sur le dioxyde de chlore, la façon dont on comprend ce qui se passe, le dioxyde de chlore, c'est extrêmement petit comme molécule. Dioxyde, 2 oxygènes, chlore, 3 atomes. On peut difficilement faire plus petit. Donc ça passe partout. Et ça passe, mais ça n'est activé que dans certains tissus qui sont les tissus basiques. Et quand vous êtes dans un tissu basique, et il n'y a de basique que le cancer à ce niveau-là, votre molécule, Francis le rentrera plus là-dedans, je vous le fais en français pour Saint-Amarin, explose et va donc léser les cellules en produisant des radicaux libres. Donc on a une molécule extraordinairement petite, passe n'importe où. Elle n'a pas besoin d'être véhiculée par un système cellulaire clé et elle va allumer les tumeurs et ne traiter grosso modo que les tumeurs. Donc c'est infiniment puissant. Elle va dégager des radicaux libres. Alors c'est un débat entre nous actuellement, si ce sont les mêmes radicaux libres que la chimiothérapie, ou ce sont d'autres. Je suis incapable de vous répondre, j'ai une opinion, mais ça n'est qu'une opinion et je suis incompétent dans la chimie de ce genre de choses, donc ça vaudrait mieux que je me taise. Mais c'est spécifique, c'est pas toxique, et très probablement, c'est le même mécanisme que la chimiothérapie, mais infiniment plus efficace. Donc se pose la question aujourd'hui. 1. Est-ce que tout ceci tient la route? Ça, il n'y a que le temps pour le savoir. Deuxièmement, est-ce que l'on peut espérer, avec des molécules qui ne coûtent rien, qui sont en vente libre, un dioxyde de chlore, je pense que pour 1 an, il y en a à valoir pour 20 ou 30 euros. Donc on est dans un coût complètement différent, mais on est redoutablement spécifique. Est-ce que ça va, à un moment ou à un autre, remplacer la chimiothérapie? Dernier point, il y a 2 domaines qui avancent actuellement dans le cancer. Il y a ce que l'on essaie de vous dire, c'est le traitement métabolique. Et je vous rappelle que sur un serveur comme PubMed, qui est un serveur de publication médicale, il y a près d'1 million de publications sur le métabolisme et cancer. Je veux dire, c'est pas un domaine ésotérique dans un coin. Et il y a les immunothérapies. Et comment marchent les immunothérapies? C'est quelque chose qui est évidemment pas très clair. On sait pas quand on fait des anticorps que ça stimule les lymphocytes, padadi padada. Le point que je voulais vous dire, c'est que ces globules blancs vont tuer les cellules tumorales, mais l'intermédiaire avec lequel ils vont tuer, c'est le cousin du dioxyde de chlore, qui est l'hypochlorite. Donc très probablement, on a un point commun entre ce que l'on est en train d'essayer de faire et qui est une thérapie qui apparemment n'a pas l'air très violente, et toutes les immunothérapies qui existent à 100 000 ou 400 000 euros par an, qui probablement possiblement utilisent les mêmes voies métaboliques. Le message, c'est il existe quelque chose de nouveau, qui est quelque chose d'extrêmement simple, qui possiblement va à court ou à moyen terme. Voyez tous les bémols, possiblement, il est possible que remplacer ou suppléer la chimiothérapie et qui peut permettre, si la société civile bouge, de traiter efficacement les cancers à court ou à moyen terme.
Merci.